aucun entrepreneur ne meurt jamais de faim. C'est-à-dire tu ne meurs pas par manque d'idées ou manque de choses à faire. Tu meurs toujours d'indigestion. Tu meurs parce que tu as trop de trucs à faire. Ok, salut à tous, salut Moulay. Salut amigo. Donc aujourd'hui, je suis avec Moulay Taboré. Bon, encore disclaimer, c'est un ami. C'est particulier cette fois, cet épisode avec Moulay, parce qu'en fait, Moulay va être un invité régulier de ce podcast. Et comme vous le savez, la devise de ce podcast, c'est dire tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Là, cette fois, ça va vraiment être le cas. C'est-à-dire qu'on va pas trop s'attarder sur le parcours de Moulay. On va y revenir au tout début, mais après, on va aller directement dans un thème qui nous fascine, un thème qui nous fait rire. C'est les fantasmes sur les entrepreneurs, les idées reçues sur les entrepreneurs. C'est ça même. Pourquoi toi, ce thème te fascine? Parce que quel que soit le jour, le mois, l'année ou les gens que je rencontre, il y a toujours quelqu'un qui te sort au moins un des fantasmes. Quel que soit le cadre, tu parles avec n'importe qui. Pour donner un avant-goût. Un avant-goût, tu sais, il y a toujours des gens qui vont te dire « Ah, c'est tellement bien être entrepreneur, tu dois être tellement libre. Ouais, » Ou voilà, les gens vont te dire « Ah, mais en fait, comment t'as fait, ça devait être risqué, mais t'as raison, c'est ça l'avenir, tout le monde devrait être entrepreneur. » T'as tout le monde qui va te sortir un format, une autre, une idée reçue, une autre, et c'est toujours à chaque fois, tu réponds poliment, mais comme tu dis, il n'y a que quand tu vois un autre entrepreneur que vous êtes tous les deux à vous dire « Ouais, les gens te disent ça, t'es... » Et du coup, aujourd'hui, on va dire la vérité. On va essayer en tout cas. En tout cas, ce que nous on connaît. Oui, voilà, c'est ça. Ce que nous on connaît. Parce qu'on nous a promis des choses et puis on se rend compte que c'est pas. C'est ça. Donc, pour être un peu structuré, ce que je te propose, c'est qu'on fasse dans un ordre. On va d'abord parler des idées reçues autour du démarrage. Ouais. L'idée qui tue, la levée de fonds, le mythe de la start-up. Ouais. On va aussi parler après de tout ce qui est développement. On va parler de la vision par rapport à l'argent, par rapport à la société, toutes ces choses-là. Mais avant tout, pour donner un peu de contexte sur ton parcours et sur ce que tu fais actuellement. Alors, en ce moment, et j'espère pour le reste de ma vie, je suis le cofondateur et le CEO de africrea.com, qui est donc la première marketplace mondiale de mode, art, artisanat et maintenant beauté et aussi gastronomie inspirée par l'Afrique. Donc, pour faire simple, Africrea, en général, là, entre entrepreneurs, tu sais, on a toujours la vanity métrique, la stat que tu donnes pour que les gens se fassent une idée. C'est Africrea, c'est à peu près un demi-million d'euros de transactions par mois sur la plateforme dans 150 pays. Donc, on a des vendeurs et des acheteurs partout dans le monde qui achètent sur la plateforme et vendent sur la plateforme. Et du coup, ça fait combien de temps là? Bonne question. Je crois que là, ça fait 2020. Donc, j'ai commencé officieusement en 2013, la première version d'Africrea, mais je travaillais encore. J'étais à mi-temps. Tu te souviens, en plus, toi, moi, je t'ai rejoint en 2015 quand nous, on s'est mis à plein temps. Tu étais déjà là, toi. Et donc, du coup, ça fait 5 ans que je suis à plein temps. Là, ça va faire 5 ans que je suis à plein temps. Et du coup, là, parce que tu as juste donné une vanity metrics, donne-nous encore des trois trucs. Alors, pour le parcours, qu'est-ce que je peux dire? Quelques autres métriques pour qu'on se rende bien compte. Quelques autres métriques qu'on se rende bien compte. Alors, qu'est-ce qui peut aider à aider? Alors, par exemple, en Africrea, c'est... bon, les réseaux sociaux, les gens aiment bien regarder ça aussi. On a 150 000 followers sur Insta, 150 000 sur Facebook. On va commencer TikTok bientôt, donc j'espère qu'on va être à la hauteur du game. Combien d'employés? On a aujourd'hui 15 employés cette année. Ce mois-ci, on va avec 15 employés. Donc, oui, alors j'oublie la métrique que tout le monde aime bien aussi, parce qu'on en parlait, levée de fonds. On a levé 1 million d'euros il n'y a pas si longtemps, qui effectivement, comme on va en parler, ça, pour plein de gens, à ce moment-là, je suis devenu quelqu'un de respectable. De dans ta poche, le million? Non, le million est là. Tu dis. Encore une autre idée Encore une idée reçue. Comme tu dis, les gens croient que l'argent est sur mon compte en banque direct sans escale. Donc voilà, on a levé 1 million d'euros, on a 15 employés aujourd'hui. Et comme je dis souvent, le plus important pour moi, c'est on a 7000 créateurs sur la plateforme qui nous font confiance aujourd'hui. 7000 créateurs. 7000 vendeurs qui, aujourd'hui, il y en a à peu près 100 à 150 par semaine qui s'ajoutent. Donc on en a beaucoup qui nous rejoignent. Mais surtout, on a des créateurs et des vendeurs de tout type. Beaucoup de femmes. Les gens sous-estiment à quel point on a la chance d'avoir beaucoup d'entrepreneurs féminins dans ce domaine-là et qui marchent très bien parce qu'on a des vendeurs qui vendent jusqu'à 50 000 euros par mois sur la plateforme. Ah ouais. Donc c'est quand même significatif. Donc non, c'est très sérieux. Et donc on a des vendeurs aussi bien basés en Afrique qu'en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. En tout cas, bravo pour ça parce que non seulement tu les valorises, mais tu leur permets
de vivre de leur talent, d'atteindre des canaux, des clients qu'ils ne pourraient pas atteindre sans, puisqu'il y a beaucoup de clients aux États-Unis, c'est un tiers. Au Ghana, au Nigeria. Ouais. Donc voilà. Donc je pense que pendant la conversation, il y a d'autres exemples qui viendront peut-être. Qui viendront, mais voilà, aujourd'hui, on a vraiment envie de parler de ce thème-là. Ouais. Et on va commencer par le démarrage. Chez l'entrepreneur, le truc qui revient, juste quand tu demandes à quelqu'un, tiens, et toi, ça te dit d'entreprendre? Il dit, ouais, j'aimerais beaucoup, mais j'ai pas encore trouvé l'idée. L'idée. Il me manque le petit. Ça, c'est magnifique. Parce qu'en fait, qui a inventé quelque chose finalement? Non, clairement. Et je pense même pas que je connais aucun entrepreneur qui est survécu, tu sais, aux 3 ans de la mort là. Tu sais, tout le monde crève au bout de 3 ans là. J'en connais aucun qui est survécu, qui limite au départ était en mode une idée. Tous ceux que je connais comme toi ou moi, c'est des gars qui, au départ, on a testé plein de trucs. Tu sais, c'est des gens qui disent, je sais que je veux faire ça. Je sais comment je veux le faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire, c'est une autre histoire. Exactement. Et du coup, quand tu regardes, même, prenons l'exemple de Facebook. Ouais. Avant ça, il y avait plusieurs réseaux sociaux. Oh oui, ils sont morts, revenus. Il y avait i5. i5. J'étais sur i5. J'étais sur i5, tu blagues ou quoi? Dans le bendo de Bamako, on était sur i5, mon gars. Moi, je pense que l'erreur de i5, c'était qu'il te permettait de voir qui avait été sur ton profil. Oui, comme LinkedIn. Comme LinkedIn, voilà, exactement. Tu pouvais regarder les gens et te dire en permanence, ouais, lui, il vient tout le temps me voir. Ouais, les gens faisaient ça. Hein. Et Facebook a enlevé ça et du coup... là, le voyeurisme, c'est démocratisé. Exactement. Les gens disent, allez, on peut aller passer ces journées à aller voir. Parfois, ça tient à rien. Et je pense, même, j'avais lu que... Même pour Google, il y avait déjà beaucoup de moteurs de recherche. Attends, Google était le moteur de recherche qui a levé le moins d'argent avant l'année 2000. Donc, c'est-à-dire qu'il y en avait non seulement des plus anciens, mais qui avaient plus d'argent. Donc, souvent, les gens disent Google, maintenant, c'est l'une des boîtes les mieux capitalisées au monde. Mais quand ils ont commencé, ils étaient le petit pousset qui n'avait même pas d'argent. Donc, c'est vraiment le produit. Parce qu'ils ont même failli vendre, enfin, ils ont eu des propositions, des Yahoo et des Yahoo voulaient les racheter. C'est que les gens voulaient même pas les racheter au départ. Il y a plein de gens t'as plein d'histoires de Peter Thiel et tout, des gens qui les voyaient, voulaient même pas investir. Parce qu'il y avait trop de compétition. Et en plus, à l'époque, il faut se rappeler que quand le web a commencé, Google était le premier des moteurs de recherche à, tu sais, pas faire d'annuaire. Ouais. Tout le monde à l'époque se disait, moteur de recherche, il faut qu'après tu fasses un annuaire de tous les liens dans un domaine. Parce que c'est comme ça qu'on avait conçu le web depuis le début. Google, c'est les premiers à avoir dit non, nous, c'est des liens qui correspondent à une recherche, il n'y aura pas d'annuaire derrière. Et tout le monde disait, mais vous êtes fous, enfin, comment vous êtes sûr que votre truc est assez pertinent? Eh ben, écoute, je pense qu'aussi, sur cette question d'idée, il faut faire preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'il y a un calcul simple. On est des milliards sur Terre. Comme tu dis. On est des milliards sur Terre. Donc, si tu as une bonne idée, faut quand même il y a des fortes chances que quelqu'un d'autre l'ait eu. Non, mais c'est terrible parce que, comme tu dis, c'est vraiment de l'humilité basique. Mais je pense que beaucoup de gens ont survalorisé l'idée dans l'important, enfin, de ce que ça apporte à l'entrepreneuriat. Parce que même les entrepreneurs que tu regardes aujourd'hui, les gens disent, mais regarde, son idée était géniale. C'est l'exécution. C'est l'exécution qui est géniale, exactement. C'est-à-dire que moi, Africrea, toi tu le sais, quand on a commencé Africrea, tu as vu combien de... Il y avait, à l'époque où nous on a commencé Africrea, je crois qu'il y avait déjà 5 ou 6 sites d'e-commerce de mode africaine. Et tous les ans, tu en as 5 ou 6 qui se créent. Et les autres derrière crèvent. Mais je pense que tu en connais plein qui étaient là quand toi tu as commencé les Inyu, les Moonlook, il y en a plein qui étaient là au début. Et en fait, quand nous on est arrivés, je me souviens, les gens, limite le plus grave sur le concept de l'idée, là où personne n'en parle quand tu es entrepreneur, c'est que quand tu as un truc où tout le monde a la même idée, typiquement, où tu crois que tu es génial mais tout le monde a la même idée, c'est que tes clients sont saoulés. Quand tu parles à un client, tu passes pour un plaisantin. Moi, je me souviens quand on a rentré les premières créatrices qu'on a rencontrées, un jour, il y en a une, dédicace Tonia de Tissam, qui nous a dit, écoutez, il y en a déjà eu plein comme vous de venir nous dire on va faire un site web pour vendre nos créations. Vous savez, notre problème, c'est pas un site. Notre problème, c'est on veut vendre. On ne veut pas que vous veniez nous dire encore voilà mon joli site, voilà mon truc. On veut vendre. Donc, comme tu dis, l'idée, c'est d'autant plus dangereux, je pense, dans les mythes que certaines personnes valorisent leur idée plus que tout le reste. Et face à leurs clients, tu vas passer pour un idiot. Et ça, ce qu'il faut bien mettre dans la tête des gens qui sont bloqués par rapport à ça, c'est que toutes les marques qu'ils admirent, Apple, effectivement, il l'exécute
les ordinateurs à sa façon, ouais. mais l'ordinateur existe déjà. Enfin, oui. D'ailleurs, il y a une grosse histoire où ils ont volé à Xerox le concept de l'écran graphique. Exactement. Ils ont volé, je crois, la souris à je sais plus qui encore. Tout ce qu'ils ont là. Quelque part, tu le prends à quelqu'un. Exactement. Après, le côté visionnaire Steve Jobs fait que je vais le faire avec un design, avec. Exactement. Voilà, ça va être c'est l'usage. Il a fait un usage que personne n'avait prévu. Quand les gens faisaient des ordi avant, c'était pour les grosses boîtes, les calculateurs. C'est lui qui a dit non. Demain, les gens vont vouloir avoir un ordi chez eux. Un autre truc, on parle très souvent tous les deux du livre de Phil Knight. Ah oui. Donc le fondateur de Nike. De Nike, Shoe Dog, incroyable. Le gars, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 10 ans avant de créer Nike, il vend des baskets japonaises des autres aux États-Unis. Donc du coup, enfin, il vient pas pour voilà. Et même au-delà de ça. Je pense que même 100 ans avant, il y a toujours eu des gens qui vendaient des chaussures. Toujours. Et tu sais, le plus intéressant, c'est comme tu dis, c'est l'idée, les gens. Moi, Africrea, j'aime bien dire aux gens, j'ai même pas eu l'idée d'Africrea. Je suis pas celui qui a l'idée. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Je connais toutes les boîtes que je connais, pas forcément les gens qui ont eu l'idée. Mais par contre, ce qui est à chaque fois indéniable, c'est que les rares fois où les gens commencent une boîte pour les bonnes raisons pour moi, en fait, il y en a que vraiment deux. Tu commences une boîte quand ou tu penses vraiment que tu as trouvé un truc dans lequel tu peux être meilleur que tout le monde. En général, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens que moi je connais, je me souviens que toi, quand tu avais commencé, tu avais fait un post Facebook. Tu te souviens quand tu as fait un post Facebook où tu disais « Pourquoi j'arrête d'être dans le monde corporate ?» Et moi, je me souviens dans ton message, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que tu avais vraiment sorti le fait que la façon dont les gens faisaient la com, en Afrique t'irritait. Voilà, on parle beaucoup d'exécution. Donc, est-ce que tu peux expliquer, toi, qu'est-ce que tu entends par bien exécuter une idée? Alors, ça, c'est un truc avec mes associés, on en parle souvent, parce que c'est tout un critère. Dernièrement, on s'est arrêté sur une idée, t'exécutes bien quand la façon dont tu délivres un service, quel qu'il soit, c'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui vend de l'eau dans la rue, comme un gars qui fait un site web, les gens sont tellement satisfaits que ou ils en parlent autour d'eux, ou alors ils te demandent plus. Tu vois, un truc qui, moi, m'avait marqué chez Africrea, qui est le meilleur exemple pour moi, c'est un peu par l'absurde. Africrea, l'idée, au départ, qu'on avait comme tout le monde, on n'était même pas bon dans l'exécution. Au début, le site Africrea était horrible, dégueulasse. Tu prends n'importe quel créateur en 2013, tu parles d'Africrea. Je voudrais pas en rajouter, mais... Tu témoignes. C'était moche, c'était dur. Et ça marchait même pas. C'était moyen, tu vois, comme dire, c'était moyen. Et ce qui était génial, ce qui m'a fait à l'époque réaliser c'est quoi la présence de l'exécution, c'était que nos clients passaient leur temps à insulter le site, mais à nous dire, vous, je vous aime bien. On va dire, vous avez compris ce qu'on veut. Ça se voit que vous voulez nous rendre service, mais votre site là, ça règle rien. Et du coup, l'exécution pour moi, c'est ça. C'est quand tu réussis à pointer sur, tu rends service aux gens et ils t'en redemandent. Et c'est ce qui a fait que nous, on s'est dit, mais en fait, ce qui va pas, c'est pas l'idée. C'est il faut avoir le bon site, le bon produit. Et vraiment, pour quelqu'un qui se pose la question de est-ce que j'exécute bien, si tes clients ne sont pas en train de t'insulter en te disant je veux ça, fais-le, t'exécutes pas bien. Et quand t'exécutes bien, ils vont t'insulter parce qu'ils vont trouver que c'est peut-être bien pour leurs besoins, mais ils en veulent encore. Pour moi, c'est vraiment l'ultime dénominateur pour savoir si tu t'exécutes bien, c'est est-ce que derrière les gens que tu sers en redemandent. C'est ça. S'ils sont indifférents, que tu sois là, tu sois pas là, peut-être que tu bosses différemment. C'est ça, et c'est encore, c'est vraiment une question de perspective. On te donne la même idée que Facebook, avec les mêmes moyens, avec le même entourage, tout ce que tu veux. Tu ne fais pas forcément la même chose que Mark Zuckerberg. Donc c'est vraiment, les gens comptent, c'est pas l'idée du siècle, c'est chaque fois l'exécution du siècle. Exact. Alors peut-être un entrepreneur qui sort un peu de ce moule-là, je sais pas ce que tu en penses. C'est Walt Disney peut-être, parce que lui pour le coup, il exécutait de ouf. Mais lui pour le coup, c'était quand même des idées. Oui, la créativité initiale était incroyable, mais je pense que personne n'a eu ces idées, mais personne surtout, parce que encore une fois, comme on dit, soyons humbles. Je suis sûr que quelque part aux États-Unis, tu vas trouver quelqu'un a eu l'idée de faire une souris qui parle. Je pense que quelqu'un a dû avoir l'idée un jour. Mais je sais que quelqu'un a mis ça en place, jusqu'à ce qu'on appelle ça Mickey. Tu vois, je pense qu'il y a, tu vois, l'exécution, comme tu as dit, moi je t'ai parlé du client, moi je regarde la finalité, mais c'est les décisions. C'est chaque décision que tu prends. Le moment où tu décides comment tu appelles une chose
comment tu l'as fait, à qui tu le fais, à quel moment, quand tu dis oui et quand tu dis non. Parce que c'est aussi ça le sujet d'exécution, c'est que l'entrepreneuriat pour moi, et c'est vraiment le truc, c'est que il faut jamais se dire, j'avais lu une phrase qui m'avait fait beaucoup rire, aucun entrepreneur ne meurt jamais de faim. C'est-à-dire tu ne meurs pas par manque d'idées ou manque de choses à faire. Tu meurs toujours d'indigestion. Tu meurs parce que tu as trop de trucs à faire et tu choisis pas les bons trucs pour te concentrer. Donc c'est vraiment ça, là pour moi, où tu vois l'exécution. C'est que en soi, un entrepreneur, les gens, ils s'imaginent que c'est un truc où il faut juste avoir la bonne façon de faire trouver. Alors qu'en fait, toi, t'es entrepreneur, tu peux confirmer. On cherche pas, nous. T'as tellement de trucs qui te tombent tous les jours sur la gueule, concrètement, que t'es pas en train de te poser des jours en mode… Tu réfléchis à où tu veux aller. Mais ta priorité, c'est aussi comment, avec tout ce qui est là, tu arrives là-bas. Mais c'est d'abord gérer ce qui est là. T'es pas en mode… Exact. Ouais, un autre mythe, c'est aujourd'hui, être entrepreneur en 2020, c'est forcément tu crées une start-up. Yes. Alors, pour tout le monde, tout est une start-up. Voilà. Est-ce que c'est à faute des médias? Parce que je me rends compte que même la définition de start-up n'est pas forcément claire pour tout le monde. Si tu es jeune et que tu as un ordinateur, tu fais une start-up. Dès que tu as Internet dans le truc un peu de près ou de loin, des fois, maintenant, tu es une start-up. C'est ça. Donc, déjà, si on peut redéfinir start-up. Alors, tu as plusieurs définitions. Celle qui est la plus connue, c'est celle de Paul Graham, là, de Y Combinator, qui dit qu'une start-up, c'est une chose, c'est de la croissance. C'est-à-dire qu'en gros, si tu ne fais pas, alors de la croissance, pour être très clair, c'est mesuré en chiffres, c'est plus de 5% de croissance composée par semaine. Donc 5% de croissance composée par semaine, ça fait 20% par mois, 21 et quelques. Ça fait, tu triples tous les 6 mois et tu multiplies par 10 tous les ans. Donc clairement, tu vois, quand tu prends ce critère financier, ça te retire 90% des boîtes. Après, tu as un critère qui est un peu plus, je trouve, moi, pertinent, pareil, par The Family, que j'ai entendu, que je trouve très sympa, qui est de se dire une start-up, en fait, c'est une société qui cherche à définir un business model. Qui veut innover dans le business model. Alors, business model, les gens l'entendent que par, en gros, la facturation, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que tu as la facturation, tu as comment tu sources tes ressources, donc que ce soit où tu achètes tes habits, ou où tu vas acheter les composants de tes vêtements, ou où tu vas acheter on va dire, ta bouffe, par exemple, mais aussi comment tu vends. C'est-à-dire que des fois, par exemple, tu vois, les gens considéraient au début ce bois comme une start-up, le restaurant, parce que c'était les premiers à avoir décidé que la cuisine, tu la mettais dans la salle et que les gens voyaient leur bouffe faite. Ce qui est pour beaucoup de gens révolutionnaire dans le monde de la restauration parce que tu as toujours été derrière. Donc, et tu n'es pas éternellement une start-up. C'est-à-dire que le truc derrière qui est important, ce que tu dis, c'est que tout le monde pense qu'il crée une boîte, c'est une start-up, mais les gens croient qu'une boîte reste une start-up toute sa vie. Alors que non, le but d'un moment, c'est de devenir une boîte normale. Ça, c'est ce qui est, je pense, aussi important. C'est que si tu as comme seule idée de vouloir révolutionner… Dans start-up, il y a start. Start, exactement, start and up. Et après, une fois que tu es en haut, ben, le but, c'est de planer, c'est de faire des IPO. Tu vois, Facebook n'est pas véritablement une start-up. Alors, comme les gens disent maintenant, Facebook, tu vois, par exemple, le feed de Facebook, le produit Facebook, c'est plus une start-up, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le truc est répétable, maîtrisé, ça fait du cash, sans rien avoir à faire, ça tourne. Par contre, Instagram et WhatsApp, qui sont des produits différents dans le groupe Facebook, oui, tu vois encore que ça change tout le temps, Instagram. Ils changent le fonctionnement, ils ajoutent des choses parce qu'ils n'ont pas encore trouvé comment bien monétiser ces produits-là. Par exemple, Google, les gens parlent de Google comme étant une start-up. Google, l'outil de recherche n'est plus une start-up. Tu vois, les AdWords, ça tourne. Il n'y a pas d'être humain limite qui gère ce truc-là, ça tourne tout seul. Par contre, effectivement, les autres produits qu'ils ont, Maps et autres, ça peut être encore des choses qui évoluent. Donc clairement, je pense que start-up, il faut se dire où tu as une croissance de fou, où tu changes quelque chose de critique dans la façon dont tu crées de la valeur. Ouais, je pense que la culture entrepreneuriale est très importante. Il faut savoir sa place. Exactement. Moi, je pense que, tu vois, très rapidement, quand j'ai compris qu'une start-up, quelque part, c'était vraiment réussir à croître sans générer de coûts supplémentaires, je me suis dit, bon, la structure dans laquelle je suis, c'est pas une start-up. Mais ça n'en fait pas, enfin, j'ai pas besoin de me taper la tête contre le mur. Voilà, il n'y a pas de honte. C'est une entreprise. C'est une belle entreprise jeune qui commence sur un truc incroyable. Exactement. Et tu peux avoir une volonté de construire une entreprise classique. Tu peux créer une société de location de camions. Tu peux créer une boulangerie. Tu peux. Mais en fait, il y a le fantasme de la start-up. En plus, sans entrer dans les détails, en plus, une start-up, ça consomme énormément d'argent au début. Donc, toutes les start-up qui réussissent vraiment,
vont avoir besoin de beaucoup d'argent au départ. Exactement. Et moi, ça me fait mal parce que je vois beaucoup de concours oui, de start-up. Ça, c'est une industrie, ça. Où les gens viennent avec des rêves. Des rêves, comme tu dis. Avec des rêves sans vraiment savoir dans quoi est-ce qu'ils s'engagent. Parce que les gens ne suivent pas l'argent. Comme tu dis, à un moment, pour moi, ils ne sont pas encore entrepreneurs. Tu vois, il y a tout un débat derrière aussi. Je pense qu'on aura un jour de qu'est-ce qui fait, à quel moment tu te dis, OK, là, maintenant, je sais que je suis entrepreneur, c'est ce mindset. Comme tu dis, la culture entrepreneuriale, c'est quand tu commences à te dire, OK, ma boîte, c'est une entité à part qui doit vivre. Il faut que le truc, ça génère de l'argent ou un minima, ça ne pisse pas trop le sang. Parce que sinon, je vais juste arrêter. Et je pense que, comme tu dis, hein, tu dois être la première personne que j'entends depuis peut-être 10 ans dire, ma boîte, ce n'est pas une start-up. Alors, encore moins quelqu'un qui a moins de 5 ans comme nous, tout le monde dit je suis une start-up. Mais je pense que c'est lié à un autre mythe dont tu parlais tout à l'heure, c'est le mythe de la levée de fonds. Parce que pour moi, la seule raison pour laquelle tout le monde se déclare start-up, c'est que pour eux, c'est plus simple d'être financé quand tu es une start-up. Et c'est plus simple d'être aussi, il faut le dire, comme tu dis, les médias jouent. En fait, quand tu dis que tu es une start-up, c'est plus facile pour les gens de parler de toi, parce qu'ils disent c'est une jeune start-up. C'est mieux que de dire, je sais pas pourquoi c'est mieux que de dire une jeune entreprise, mais bon. Les médias ont un rôle quand même important dans cette perception parce que en première page des magazines d'entrepreneurs, tu vas avoir très souvent, voilà, un tel a levé tant d'argent. Exact. Voilà, c'est les startups. Voilà, en fait, il y a ce côté, donc le fame. Donc, ça revient à la question de pourquoi est-ce que tu entreprends. Pourquoi tu fais, exactement. Donc, tu es attiré par, voilà, tu vois, Monsieur Mazzella, Blablacar, Airbnb, machin, etc. Et c'est toujours eux que les médias mettent en avant. Comme étant l'entrepreneur français. C'est ça. Non, tu as raison, les gens les mettent comme étant en avant parce que les sommes impliquées sont tellement énormes que les gens ne se rendent pas compte. C'est l'argent qui est donné à ces gens-là, ils vendent leur boîte. En fait, c'est pas du tout… Comme tu dis, je pense qu'il faut vraiment qu'on réussisse à se dire… Je pense que c'est là aussi, quand entrepreneur, qu'il faut que les gens réussissent à entendre, c'est qu'il y a le monde entrepreneur, il y a le reste du monde. C'est-à-dire que le reste du monde parle des entreprises d'une manière qu'entrepreneur, on n'en parle pas comme ça. Tu vois, nous, entre nous, et même les entrepreneurs que je connais, c'est-à-dire que j'ai un ami qui, par exemple, a une entreprise que j'en peux trouver très classique, qui est du transport, mais qui a une boîte qui tourne de ouf. Les gars, il verse des dividendes chaque année. Je regarde, moi, je bave devant sa boîte. Je fais purée. C'est quand même pas mal. Hein. C'est une vie différente. Mais lui, il te dit clairement, mais plein de fois, les gens lui ont dit, mais rajoute un petit site web pour essayer d'en faire une start-up. Et lui, il a été obligé de leur expliquer, mais en fait, si je fais ça, je ne fais plus bien mon métier. Et je n'arrive plus à gérer. Lui, il dit derrière, il y a une attention malsaine qui se crée. Et c'est là où c'est difficile, c'est qu'il faut se dire, est-ce que tu fais ça parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu veux changer quelque chose, ou est-ce que tu le fais parce que tu veux changer comment on te regarde? Parce que beaucoup de gens le font pour changer leur vie. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'ils le font pour changer leur vie plus que pour changer le monde. Et si tu veux changer le monde, il faut comprendre comment il marche. Et si tu comprends comment il marche, comme tu dis, tu développes une culture entrepreneuriale qui fait que tu peux utiliser le mot startup pour des concours, pour te faire mousser. Mais toi, quand tu gères ta boîte, tu te rappelles que c'est pas ça que je fais. C'est pas ça. Ça demande beaucoup de discipline. Ça demande c'est très dur. Même les ressources autres que financières, mais humaines. Humaines, exactement. Tu vas aller chercher des gens qui techniquement sont très forts. Je pense que toi, justement, quand tu as vraiment compris que c'était une start-up, tu as compris qu'il te fallait un techos. Un CTO indispensable. Exactement. D'ailleurs, il y a l'anecdote de la coiffure. Ah oui, oh Seigneur. C'est vrai que toi, tu es dans les vrais gens. Tu m'as vu dans cette époque terrible. Je croisais Moulay avec beaucoup de cheveux. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait ce gars? Non, c'était incroyable. Il devient fou, sa société. Qu'est-ce qui se passait? En fait, c'est exactement ce que tu décris. C'est que pour moi, j'étais arrivé au stade où vraiment je comprenais c'était quoi entreprendre. C'est-à-dire vraiment, les 2 premières années où j'étais à mi-temps, pour moi, je n'entreprenais pas. Si on me demande aujourd'hui, je disais, pour moi, je lançais un projet. Tu sais, comme les gens aiment me dire, tu peux faire des projets, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu es conscient de ce que tu essaies d'en faire. Quand je me suis mis à plein temps dont tu parles, en 2015, j'ai fait 6 mois à parler avec mes créateurs, avec mes clients, à essayer d'améliorer mon produit. Et au bout de 6 mois, ma conclusion irrémédiable, c'était, si jamais je n'ai pas un CTO. Rappelle ce que c'est un CTO. Alors un CTO, c'est un Chief Technical Officer. Donc pour beaucoup de gens, ça commence par un développeur web, donc quelqu'un qui peut faire ton site web, mais ça va beaucoup plus loin. Et c'est là où c'était important, c'est qu'il nous fallait quelqu'un qui, parce qu'à l'époque, le site web qu'on avait, on l'avait fait faire par des prestataires externes en Inde.
On a fait visiter, après quand on s'est mis à plein temps, on a proposé à plein de cabinets, je pense qu'il y en avait en France, au Maroc, à Madagascar, d'évaluer ce qu'il nous fallait. Donc on avait un cahier des charges, tout ce que tu veux. Et les mecs nous demandaient 100 000 euros plus ou moins. Mais on avait même trouvé un investisseur potentiel qui voulait mettre les 100 000 euros. Mais le gars nous a dit, mais en fait, même si je vous donne l'argent, ça c'est la première étape. Il va falloir tous les jours changer le truc. Exactement. Et c'est là où j'ai capté en fait que oui, mon produit, ce que moi je vends aux gens, c'est mon site web. Donc si je dois payer quelqu'un d'autre pour faire mon site, pour faire mon produit, je prends le risque de, pas le maîtriser et de que tout mon argent parte dedans. Donc il fallait un CTO. Tout. Et donc je me suis retrouvé dans la situation où c'était tellement critique, j'ai vu 81 développeurs différents. J'ai fait entretien 81 développeurs différents et je ne trouvais pas la bonne perle. Du coup, on va dire ça. Je ne sais pas si tu connais l'anecdote de Jay-Z. Ce qui m'a inspiré, c'est ça. Oui, il se coupe les cheveux que quand son album est prêt. Exactement. Jay-Z ne se coupe pas les cheveux tant qu'un album n'est pas prêt. Et j'ai commencé à me dire, parce que j'avais lu à l'époque son livre là-dessus, et je me suis dit non, il faut la même détermination. Parce que ce que ça fait, c'est que tous les matins, je voyais ma gueule. Je voyais mes cheveux qui se baladaient comme ça. Et à chaque fois que même ma famille me voyait, ils comprenaient visuellement que je devenais fou. C'est-à-dire que les mecs me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je leur dis, mais j'ai un problème existentiel. Pour moi, c'était pire que c'était vie ou mort. Parce que si je n'avais pas ça, la boîte était morte. Il n'y avait pas de demi-mesure. Si je n'avais pas trouvé la bonne personne, c'était mort. Et donc, j'avais besoin, alors c'est peut-être caricatural et un peu exagéré, mais j'avais besoin de l'exprimer visuellement, que ça se voit. Et c'est là où je te disais pour moi que c'est là où, quand tu deviens entrepreneur, tu as vraiment un changement. Tu te rends compte que oui, ce n'est pas une affaire de juste envie de changer comment les gens me regardent. Tout le monde m'a traité de fou pendant cette période. Donc, c'était pas, je m'en foutais de comment on me regardait. Mon problème à ce moment-là, c'était d'assurer ma survie. Littéralement. Et visuellement, ça m'aidait tous les matins. Je me souviens, je me levais et j'ai jamais eu les cheveux longs de ma vie. Et au final, tu as fini par trouver. Je l'ai trouvé en janvier 2016. Tu l'as plus lâché depuis. Ah, mais depuis, il est calé, il est avec nous ici à Bassam. Franchement, c'est devenu un frère pour moi et le gars a tout changé dans notre vie. Donc, pour tous ceux qui veulent faire une start-up, sachez que voilà, c'est un délire. C'est un délire et comme tu dis, je pense que oui, dans le mythe, c'est à peu près, après, je pense que c'est un autre mythe dont on ne parle pas beaucoup, mais beaucoup de gens aussi, tu sais, quand ils n'ont pas l'idée, des fois ils disent, j'ai pas le bon partenaire. Je sais pas si tu l'as déjà entendu celle-là, on m'a dit ça beaucoup de fois. Parce que comme en plus moi je suis pas un développeur, plein de gens me disent, mais comment t'as fait? Et je leur raconte ça. Je dis, mais j'ai passé 1 an de ma vie, je ne me coupais pas les cheveux, frère. Et d'ailleurs, il y a plein d'événements en Europe qui s'appellent des meet-up. Des meet-up pour 3 cofondateurs. Où des gens viennent avec des idées et cherchent des gens techniques pour développer leurs idées. J'ai fait tous ces événements, frère. Je les ai tous saignés. J'ai rencontré que des nazes là-bas. Ça, c'est un truc qu'il faut dire. Il paraît que c'est un peu comparable à quand tu vas… speed dating. Voilà, les speed dating où il n'y a que des gars au final. Mais oui, les speed dating, il y a très peu de femmes, c'est vrai, comme tu dis. Et en plus, ce qui est terrible, dans le cas en tout cas que moi j'avais, c'est que les gars vraiment bons, donc ceux dont tu as besoin pour faire un truc aussi compliqué qu'Afrique Créa, ils vont pas à ces trucs-là. Eux, ils ont des offres tous les jours qui leur viennent dessus. Donc, ils vont pas chercher un cofondateur. Non, c'est clair. Ils vont pas se lever pour aller à un événement pour dire « je veux faire truc ». On va aller vers un autre mythe. Dis-moi. Quand on entreprend, on est libre. Oh, celui-là, non, sérieux. Non, celui-là, il est dur. En fait, celui-là… Est-ce que tu es libre? J'ai jamais été moins libre de ma vie. En fait, j'ai jamais dépendu d'autant de gens que depuis que je suis entrepreneur. Salarié. Investisseur, client, fournisseur potentiellement. Parce qu'il y a des fois où, clairement, tu vois, quand Amazon te menace, moi, Adyen qui fait le paiement chez moi, l'autre fois, il m'a envoyé un mail pour me dire « Wesh, t'as pas rempli tel document réglementaire. Si c'est pas fait dans 1 semaine, on coupe ton accès. » Mais j'ai transpiré. Si j'ai plus de paiement sur mon site, je fais comment? Et ça, c'est des trucs, quand tu es salarié, tu n'as pas vraiment d'équivalent. Non, en fait, avant d'être entrepreneur, tu es soit salarié, soit tu es client de quelqu'un, soit tu es fournisseur, soit tu es un des points. Et quand tu es entrepreneur, tu vis au milieu de tout le monde. Exactement. Et tous ces gens viennent en fait tour à tour frapper à ta porte. Et te secouer. Et tout le monde te demande leur attention instantanée, immédiate et vitale. Genre, si tu ne le règles pas, quelque chose part en sucette. Non, c'est clair. Et c'est pour ça, en fait, que
quand on parle de la difficulté aussi à décrocher l'entrepreneur, c'est que, en fait, même vacant, ton fournisseur là, que tu sois en congé, à la plage, je ne sais pas trop quoi. Il s'en fout. C'est ça. Mais est-ce que toi, je sais qu'il y a un truc qui souvent me travaille quand j'en parle de liberté, c'est est-ce que toi, tu as déjà entendu un entrepreneur te dire ça? Moi, c'est une question que je me pose toujours. En fait, il n'y a que les gens en dehors entrepreneurs qui disent ça. On va dire peut-être la liberté de penser, peut-être, tu vois. Mais vous n'aurez pas… Ah, ma liberté de penser, c'est ça. C'est ça, mais sinon, tu es quand même, t'es au service de quelque chose. De toute façon, quand tu as une vision déjà, tu es au service de ta vision. Quand nous, on dit voilà, qu'on veut on veut vraiment booster, développer la créativité digitale en Afrique, on est au service de cette vision et de tous ces acteurs-là. Et tout ce que ça demande. C'est ça, en fait, créer une structure, finalement. Exactement, mais les gens ne se rendent pas compte que c'est comme tu dis, c'est tu te mets au service d'une cause, au service des gens. Parce que quand tu es entrepreneur, tu réponds à un besoin. En fait, alors que la perception, c'est que tu es entrepreneur parce que tu veux assouvir tes besoins. À toi. Parce que je disais, beaucoup de gens le voient en mode… alors que c'est l'opposé, en fait. Il n'y a aucun entrepreneur que je connais. Et là, je te parle d'entrepreneurs de tout type, de Jack Ma qui a fait Alibaba à des amis à moi. Le point commun numéro 1, comme tu décris, entre tous ceux que je connais qui ont survécu pour moi aux 3 ans de la mort, là, c'est qu'ils avaient conscience que c'était même pas une question de t'as pas le choix. C'est pour beaucoup d'entre nous, un entrepreneur, c'est le serviteur d'une cause. Et après, tu es le responsable de tout. C'est-à-dire que tout ce qui va mal, tu es le gars à qui, au final, tout te revient. C'est-à-dire que, bien sûr, quand ça marche, les gens vont te dire tout le succès te revient, la gloire te revient. Mais la majorité du temps, c'est pas ça que tu bouffes. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est que, quel que soit quand mon employé fait une connerie, c'est ma faute. Exactement. C'est-à-dire que je peux pas dire, ben non, c'est pas moi, c'est mon employé. Et ça, si tu fais ça, effectivement, là, tu deviens, comme j'appelle dans les boîtes, les tribalistes, où chacun dit, ça, c'est mon périmètre. Voilà mon périmètre. Quand tu es entrepreneur, tout le monde est dans ton périmètre. Tout le monde est sur ta maison. Tout le monde dort sur ton lit. Tout le monde dort avec toi. Tout, comme tu dis, tu peux pas dormir sans avoir en tête, OK, bon, il y a quand même ça qui peut arriver demain. Tu as les risques à gérer et tu as, comme tu dis toujours, la responsabilité. C'est la responsabilité. Toujours. Et d'ailleurs, un des points importants, c'est quand la boîte grossit, c'est d'essayer quand même d'en passer un peu. Déléguer un peu de responsabilité. Non, ça, c'est dur. À gauche, à droite, ouais. Et un des premiers trucs d'ailleurs que j'ai fait quand je suis devenu entrepreneur, j'ai tapé sur Google, je me souviens, time management. Oh oui, c'est bien. Et je suis tombé sur les trucs de Brian Tracy. Oui. Avec plein de trucs. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'illusion de pouvoir faire ce que tu veux dans une journée, etc., elle est très dangereuse. Très dangereuse. Surtout quand on tu as besoin de structurer ta journée. En fait, ta seule valeur, c'est le temps. Exactement. Et il faut s'en rendre compte, c'est le temps que tu as. Donc, si tu utilises mal, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de… l'histoire de je travaille mieux la nuit, je travaille non. Ça, c'est fini. D'enlever tout ça. Non, c'est ça. C'est clair parce que même moi, tu vois, je suis un gars, je travaille mieux la nuit officiellement. Je suis un gars, j'aime bien dire, je fais la dernière minute. Mais en fait, ça, tu peux le faire quand tu es étudiant, salarié, tu peux encore si tu te débrouilles bien. Hein. Quand tu es un peu bon dans ton domaine et que tu as bien choisi ta boîte, tu peux t'aménager ton temps un peu. Mais parce que quand le boulot s'arrête, Tu as des heures, tu as des vacances. Nous, il n'y a pas ça. Comme tu dis, c'est ton temps. À chaque fois que tu l'alloues mal, moi je dis toujours, quand tu te gourdes ce que tu aurais dû faire, quand tu te trompes de priorité, tôt ou tard, la priorité que tu as laissée passer te revient à la gueule et tu ne peux pas l'esquiver. C'est un ensemble permanent, je me souviens, de trucs urgents. Exactement. Tout est urgent et important parce qu'en fait, tout te revient à toi. Donc, si tu ne commences pas à anticiper les trucs importants avant qu'ils arrivent en te disant, bon, ça, là, je vois, ça, si je ne fais pas gaffe, je vais être dans une situation compliquée, que tu anticipes le truc tout en n'oubliant pas ce qui est là, hein, parce que tous les jours, tu as des trucs, tu es foutu. C'est clair. Après, bon, bien sûr, on ne va pas dire qu'on est les moins libres, mais dire qu'on est totalement libre, c'est ça qu'on essaie de… Non, c'est faux. Et moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que la liberté à un entrepreneur, c'est que tu es, comme tu dis, tu deviens libre de ton temps. C'est-à-dire que tu te rends compte que, en fait, avant, quand tu es salarié, ce qui est bien, il n'y a pas de charge mentale sur ton temps. Moi, j'appelle ça, parce que j'ai découvert ce concept qui est très intéressant de la charge mentale, c'est que tu n'as pas à réfléchir à qu'est-ce que tu dois faire. C'est ça quand tu es un salarié. Un salarié, fondamentalement,
même le plus grand PDG du 440 réfléchit pas vraiment à ce qu'il a à faire. Il a des objectifs qui sont fixés avec des investisseurs, avec des choses comme ça. Mais derrière, comme c'est pas lui qui a entièrement fondé la boîte et qui doit décider de l'avenir de la boîte, il exécute une stratégie. Exact. Donc il n'a pas ce que nous on a, qui est en fait, si nous on réfléchit pas à qu'est-ce qui se passe dans 5 ans, le truc va nulle part, parce que personne ne va le faire avancer. Si tu veux, comme je dis souvent aux gens, nous on n'est pas, t'as le côté de beaucoup de gens qui oublient, c'est que nous, on est un peu le gars qui doit, en même temps, tu dois pousser un char et regarder devant où tu vas. C'est-à-dire que les 3/4 des gens ont juste à faire leur part dans le poussage. Et quand ça s'arrête, ils vont se reposer, ils reviennent pour pousser. Nous, on pousse et en même temps, il faut qu'on regarde où on va. Exact. J'aime bien l'image. Et tu parlais de prévision, là. On va passer justement sur la partie état d'esprit. Le côté, il y a une idée reçue aussi selon laquelle l'entrepreneur n'a pas droit à l'erreur. Je pense que ça, c'est aussi beaucoup de non-entrepreneurs qui projettent peut-être leur peur. Ils ont peur de leur image. Exactement. Oui, tu sais, le truc que les gens disent, j'ai pas envie de mal faire. Exactement. Il dit, mais t'es sûr que tu vas entreprendre il faut surtout pas que tu te trompes parce que sinon, c'est la catastrophe, etc. Donc, c'est déjà un rapport au risque qui est particulier. Qui est très particulier. Je pense que ça, quand on parle d'état d'esprit d'un entrepreneur, entrepreneur state of mind, placement exactement. de produit. Hein, et placement de... Voilà, faut placer. Mais ça commence par là. C'est quel est ton rapport par rapport au risque? Moi, je prends souvent l'anecdote. Je dis, au pire des cas, je peux aller manger chez un tonton. En fait, je ne vais pas mourir de faim. Tu vois? Je suis, tu vois, il faut avoir l'humilité, il faut se rendre compte quand tu es privilégié. Après, il y a des gens qui n'ont vraiment pas d'autre choix, qui n'ont rien. Mais je ne suis pas dans ce cas. Donc, je ne peux pas, en fait, parler vraiment de tout perdre. Voilà, de tout perdre. Voilà, c'est pas possible. Donc, maintenant, qu'est-ce que toi, tu penses de cet aspect-là, ce côté, tu n'as pas le droit à l'erreur? Mais mon avis, c'est que c'est complètement ridicule vu que je n'ai fait que des erreurs, moi personnellement. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que je pense que si tu prends ce truc, tu ne fais rien. Et je pense que ça va plus loin que l'entrepreneur même. Parce que l'entrepreneur, au final, comme tu dis, nous, dans tous les cas, on est obligé de faire un truc que personne n'a fait avant. Par définition, même quand tu fais une boulangerie, qui on va dire un truc très compréhensible, tu tentes de le faire quelque part dans une boulangerie, à un lieu où personne ne l'a fait. Donc tu tentes. Tu prends un truc que personne ne tente. Donc nous, dans tous les cas, faire des erreurs, ça fait partie, je veux dire, de l'ADN du départ. Mais je pense que beaucoup de gens devraient prendre le recul de se dire même, en tant que personne. Parce qu'au final, si tu as peur de faire des erreurs, tu ne tentes rien. C'est même pas une question d'entrepreneuriat ou pas. Même quand tu dis tu veux être je sais pas moi, là j'ai appris à faire de la moto il y a pas longtemps. Si tu passes ta vie à penser au fait que tu peux tomber, que tu peux faire un accident, tu fais rien. Si tu veux apprendre à faire même, je sais pas moi, à coudre, si tu penses à je vais me piquer. Oui, mais justement, te piquer fait partie de ton apprentissage. Exactement. Et plein de gens... Après, je suis d'accord avec toi que c'est même pas un sujet, en fait, finalement, entrepreneur. Entrepreneur, on nous le colle parce que les risques sont sur le truc essentiel pour les gens qui est leur confort. C'est ça le sujet. C'est parce que l'entrepreneuriat, tu mises ton confort, comme on dit, tu investis ton confort, donc tu prends de ton confort pour accélérer, pour tirer ce que tu aurais pu faire normalement dans ta vie, peut-être en 10-15 ans, tu veux le faire en 5. C'est ça entreprendre, c'est que tu te dis... Après, pour tous ceux qui vont se dire, bon, c'est cliché, il faut apprendre de ses erreurs, les erreurs sont des leçons, je perds jamais, je gagne jamais. Non, ouais, bon, faut pas non plus déconner. Non, c'est pas quand même mal quand tu te fais. Ceux qui vont dire que c'est cliché, moi je les inviterais à lire un maximum de biographies d'entrepreneurs. Même d'explorateurs. Oui, voilà, de tous ces gens-là, toutes les personnes qui on fait quelque chose fait quelque chose, il faut aller lire, il faut aller voir, et il n'y a que ça. Moi, quand j'avais lu même le truc d'Obama pour sortir du sujet entrepreneurial, le rêve de mon père, toutes les pages, tu dis, lui là, il est président. Ce plaisantin là. Il n'arrive même pas à convaincre le maire de changer la salle, etc., tu vois. Alors que dans l'esprit des gens, ils se disent, ah, bah lui, bon... Depuis qu'il est né, il a fait Harvard, en fait, il est né avec ça. Mais c'est pareil, ouais. Je pense que comme tu dis, c'est de la curiosité intellectuelle. Si tu discutes avec des gens, en général, des gens qui ont accompli des choses, ils vont te parler plus des choses qu'ils ont appris que des choses qu'ils ont, on va dire, réussi instantanément.
Parce qu'en vrai, il y a très peu de choses que tu réussis du premier coup. Hein. Après, ce qu'on peut dire pour finir sur les erreurs, c'est que par contre, ce qu'il faut réussir à s'imposer, c'est ne pas répéter. Ah non, par contre, oui. Alors ça, non. Alors par contre, comme tu as dit, le temps est limité. L'énergie, il est encore plus, comme je dis souvent. Donc tu peux pas éternellement te cogner la tête contre un mur. C'est-à-dire que, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme être un athlète. C'est-à-dire qu'à un moment, tu mets une énergie et un temps fou à faire des trucs. Si jamais tu n'apprends pas de ce qui se passe autour et même de ton corps, de comment tu te sens, en fait, un entrepreneur, pour moi, c'est que tu apprends. Tu es un serviteur qui apprend. Tu viens, tu te dis, OK, maintenant, je veux faire ce truc, il faut que j'apprenne. Si tu n'es pas dans l'état d'esprit d'apprendre, tu ne peux pas réussir parce que, quel que soit ton talent inné, tu vas te bouffer des trucs qui sont inimaginables. Comme je dis toujours, il ne faut jamais sous-estimer le fait que même si tu as le meilleur des plans, comme dit Mike Tyson, c'est juste que tu te prennes un point dans la gueule. C'est vraiment ça. Quand tu te prends un truc dans la gueule, ça fait tous tes plans partent. C'est ça. Et le but, c'est pas de prendre un maximum de coups. Parce que moi, j'aime pas dire aux gens non plus, vas-y, foire, c'est pas grave, c'est pas ça. Ouais. Moi, ce Non, tu démarres rien en disant je vais foirer. Oui. Voilà. Il faut te dire, je vais réussir. Et tu peux même, et moi, je dis souvent aux gens prudents, parce que beaucoup de gens, même dans ton entourage comme moi, j'imagine, on est vu comme des gars qui prennent des risques. Mais moi, je me trouve comme étant plus prudent que ceux qui en prennent pas. Parce que moi, le risque pour moi, c'est on est dans un monde en mouvement. Les choses changent trop. Si tu restes, pour moi, c'est plus risqué. Si tu ne fais rien... Exactement. En fait, je ne sais pas si tu vois ce truc-là. C'est un truc que moi, je trouve que beaucoup d'entrepreneurs partagent. C'est qu'on est souvent des gens qui... En fait, on regarde le monde. Et on se dit, mais attends, si je reste là où je suis, je vais me faire ou écraser par le système, ce qui est souvent le cas pour beaucoup de gens, ou je vais arriver à... ce que moi, j'appelle la fameuse crise de la quarantaine. Tu arrives à la fin de ta vie et tu réalises qu'en fait, tu n'es pas satisfait. Et c'est ou interne ou externe, mais à un moment, la pression prend. C'est pour ça que moi, je dis souvent aux gens, en fait, prendre des risques, ce n'est pas vraiment le truc le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est de ne pas bouger. Tu prends un risque, en fait, c'est parce que tu veux avancer. Si tu restes sur place, le monde bouge. Et on a très souvent aussi les retours d'expérience d'entrepreneurs à succès où tu te rends compte que ce n'est pas forcément leur première boîte. Non. C'est-à-dire qu'ils ont échoué. Échoué 3 boîtes, ouais. Et même, je pense, toi, Africa, c'est ta première aventure entrepreneuriale. Hein. Ouais, c'est ma première entreprise. Moi aussi, mais j'ai fait plein de trucs avant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même si ça semble être notre première aventure, c'est que le nom qui est resté. Et ça, même, oui, parce qu'en fait, dedans, on a changé 15 000 fois. Voilà. Mais surtout, toi, t'es le meilleur guide que j'ai. Pour chaque fois que je dis aux gens, je dis, mais regardez, voilà. Il y a beaucoup de gens qui parlent de com, de marketing. Mais vous voulez voir un gars qui a pris tous les bords du truc? C'est ça. En fait, au départ, tu veux faire un média, tu veux faire un truc de culture. Après, tu découvres le brand content. Et donc, on aurait pu changer de nom à chaque fois. Oui, comme tu dis, Africa, on a changé. Alors oui, on a toujours eu un site de marketplace. On a changé peut-être de modèle un peu. Mais dans la vision de ce qu'on fait, tu vois, par exemple, maintenant, on autorise la beauté et la gastronomie. Dans la première version d'Africa, c'était le cas. Donc les gens ont l'impression que ça a toujours été logique. Mais entre là, maintenant et ces 5 années, je n'aurais jamais, je ne pense pas du tout pareil ce que j'ai à faire. Avant, je pensais que tout était pareil. Maintenant, je sais que tout est différent. Par contre, je décide d'y aller en sachant qu'ils ont les mêmes problèmes. Ils ont des objectifs différents, des métiers différents, des problématiques différentes. Ils ont on va dire des clés de succès différentes. Par contre, ils ont les mêmes problèmes. C'est pour ça que je me dis, OK, je peux aller sur un autre truc. Mais là où tu as raison, effectivement, c'est que beaucoup de gens pensent qu'une aventure entrepreneuriale, c'est une ligne droite. Franchement, on a fait des arrières, des retours, des trucs. Quand on est venu s'installer ici à Abidjan, c'était pareil. De facto, on a changé de boîte. Parce que de facto, c'était pas juste la ville. On a commencé à vivre tous ensemble. On a changé qu'est-ce qu'on voulait. On s'est dit, OK, la priorité, c'est aider les gens d'Afrique, pas juste être calé en Europe et parler d'Afrique. C'est un truc c'est philosophiquement grand, mais dans la vie de tous les jours, ça a tout changé. Voilà. Yes. Parlons d'argent. Toujours. Allons. Donc, il paraît que l'entrepreneuriat, ça gagne, ça rapporte. C'est ce que la street raconte, ouais. C'est pas ce que dit mon compte en banque, frère. C'est pas ce que disent les entrepreneurs. Pourtant, tu as levé des millions, tu as dit que tu avais des demi-millions de transactions, etc. Tous ces chiffres-là. Mais bon, ne parlons même pas de nous de manière générale.
Ça t'évoque quoi? Est-ce que tu as déjà eu cette conviction-là? Non. Alors, honnêtement, au tout départ, ce que je me souviens qui m'a amené à faire l'entrepreneuriat, c'était que je me disais que j'allais accélérer à quel moment j'ai l'argent. C'est-à-dire que je voulais pas avoir de l'argent vieux, ce qui est le chemin naturel quand tu es salarié. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que pour le coup, c'était ça, ma préoccupation numéro 1 quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat financièrement, on va dire, c'était, je me disais, ouais, quand même, j'ai pas envie de pouvoir profiter de mon argent quand j'ai 60 ans, tu vois. C'est pas intéressant. Maintenant, est-ce que la question qui est quand même différente, c'est est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce qu'en fait, les gens, quand tu te poses cette question-là, quand je me la posais, j'ai assumé que moi, ça marcherait. C'est ça le point. Et surtout, j'ai assumé que ça marcherait beaucoup. C'est-à-dire que tu peux réussir à faire une boîte sans qu'elle te rapporte des millions. Et c'est ça que je pense qui est le delta que j'ai appris en cours de route et que beaucoup de gens ne voient pas. C'est que déjà, 90% des gens, la boîte crève, donc il n'y a pas de débat sur le fait que ça ne rapporte pas d'argent. Mais même ceux qui réussissent, c'est pas tout le monde qui s'enrichit. C'est-à-dire que tu as des gars même, il n'y a pas longtemps, j'avais regardé, tu vois, la société Box, qui est le concurrent de Dropbox. Ok. Tu vois, le concurrent de Dropbox aux États-Unis, qui est une très grosse boîte qui est cotée en bourse. Quand le fondateur est allé en bourse, il n'avait plus que 1% de la boîte. Donc il s'est fait, j'ai regardé, on a fait le calcul, il s'est fait quoi? 150, 200 000 euros sur l'entrée en bourse. Mais le sujet, c'est que 150, 200 000 euros, en vrai, en tant que salarié, il aurait pu les faire. Et c'est souvent le cas. C'est-à-dire quand tu es entrepreneur, il faut faire super attention. Ta boîte peut faire masse d'argent et toi, pas du tout. C'est ça qu'il faut réussir à expliquer. C'est ça le vrai danger. Le problème, c'est, on parlait de culture entrepreneuriale, ça vient avec une culture financière. Exact. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, tu ne peux vraiment pas savoir ce que gagne un entrepreneur voilà, sans vraiment analyser les choses. Et lui demander, hein, parce qu'en vrai, il n'y a que lui qui sait. C'est ça. et surtout, il faut se méfier aussi de ce que l'entrepreneur va projeter. Oui. Voilà, parce qu'en général, même ceux qui projettent trop de signes ostentatoires. Genre le style de vie, ceux qui sont en mode genre quand t'es entrepreneur, c'est... en général, tu n'as pas vraiment le temps même de penser à cette mise en scène, à part si ça fait partie de ton business, comme Puff Daddy. Exactement, bon, voilà. Ça fait partie de ton image. Et ce rapport à l'argent, je pense qu'il est assez dangereux parce que du coup, un peu à la manière ce qu'on voit dans les sports de haut niveau, le professionnel, on a l'impression que c'est de l'argent, entre guillemets, facile. En fait. Que tu trouves une bonne idée. Tu bosses un peu dessus, voilà. Et voilà. Mais moi, je t'avoue qu'au départ, quand je fais donc Totem TV, donc le site web, on dit, ah ben attends, on va faire... mon rêve, c'était le YouTube africain. Ok. Et dit, mais avec tous les Africains et les gens qui s'intéressent à l'Afrique, forcément, c'est simple. Ça glisse. Je fais un site. Voilà. Les gens mettent leur contenu. Des contenus africains. Et j'ai compté, il y a combien de milliards on est des centaines de millions. Avec toutes ces vues, mais je vais gagner des sous, etc. Exactement. Donc tu vois, 100 visites. Bon. 1000 visites. Tu commences à être content quand tu as 1500 visites et tout ça et tout. Et là, tu retournes sur les chiffres. Voilà, tu retournes sur les chiffres, à les analyser, comprendre, etc. Comment est-ce qu'on fait vraiment des sous? Et c'est là la question en fait, du business model. Et où il faut faire très attention, c'est ce que tu as dit, c'est que tu peux vendre beaucoup de choses, avoir une super image, mais en même temps, tu es en train de perdre des sous. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux d'analyse en général sur la finance d'un entrepreneur, comme je dis souvent aux gens que les gens n'arrivent pas à saisir. C'est que d'abord, il y a est-ce que la boîte fait du volume, c'est-à-dire fait du chiffre d'affaires. Là, tu es dans les Uber, les trucs comme ça, c'est-à-dire que là-bas, ça crache de l'argent. C'est-à-dire que les gens dépensent énormément d'argent dans la boîte. Ça ne veut pas dire que la boîte gagne de l'argent. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé, pour ceux qui nous regardent de Paris, tu connais bien Hippopotamus, j'imagine. Hippopotamus, restaurant. La chaîne de restaurants, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas fait un copec de profit. Que de la perte. Depuis 5 ans. Donc, techniquement, tout le monde connaît Hippopotamus. Il y a des beaux restos Hippopotamus ouverts. Tu peux pas te dire, ils payent des salariés. Donc, pour toi, c'est une boîte qui marche. Pour le critère que les gens ont de visuel, celui que tu décris qui est mais c'est gros, il y en a partout. Ça ne veut pas dire que ça fait de l'argent. Ça, c'est le deuxième niveau, ça fait de l'argent. Et après,
ta boîte peut ne pas faire d'argent, mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu es bien payé, par exemple. Et donc, financièrement, toi, en tant que personne, on va dire que tu es confortable. Et le problème avec ça, ce que les gens ne voient pas, qui est le dernier niveau, après, c'est en général sur l'argent. Les gens voient l'argent comme un stock. Ils pensent que si comme tu dis, tu joues de football américain, tu joues de foot, tu gagnes 100 millions l'année, allez, 10 millions l'année même. Allez, tu es un joueur de division 2, tu gagnes 10 000 euros par mois. Pour les gens, ça suffit. Mais c'est parce que les gens réfléchissent comme des salariés. Quand eux, ils gagnent 10 000 euros, ils imaginent toute leur vie, ils l'auront. Alors que le footeux, ou l'entrepreneur en l'occurrence, c'est souvent les athlètes. Et c'est pas jusque quand. Ça, c'est pas jusqu'à quand. Hein. Et c'est là où les 3 niveaux sont intéressants. Tu peux avoir une boîte qui génère beaucoup de revenus, qui perd de l'argent. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu fais de l'argent, donc tu es bien payé, mais ta boîte, au bout de 3 ans, elle ferme. Ou pire, tu te fais virer, ce qui arrive aussi, parce que des fois, malheureusement, quand ta boîte ne fait pas de profit, les investisseurs qui, eux, ne vivent que sur le profit, te sortent. Après, il y a des gens qui sont conscients qui perdent des sous pendant des années. C'est parfois une stratégie. Oui, parce qu'ils veulent en général se revendre. Exactement. Donc, du coup, ils vont pendant plusieurs années, mais c'est réfléchi. Et là, il faut avoir une culture financière forte. Pour pouvoir ne pas se laisser Voilà. Et c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un sujet sur l'entrepreneuriat où, moi, ce que je dis souvent aux gens, le cliché, c'est, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, si tu es une personne, et alors c'est là où, encore une fois, tu dis, tu vois, je pense qu'un entrepreneur, un autre truc qu'on a estimé, on a dit serviteur, on a dit ce côté qui prend des risques, mais il y a un côté que les gens oublient beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas une expérience dans ma vie qui m'a rendu aussi humble. Je ne pense pas que tu deviens plus humble quand tu deviens entrepreneur, parce que tu te rends compte à quel point tu surestimais ta différence des autres personnes. En même temps, tu te rends compte d'à quel point tu es unique. Tu te dis ce que moi je fais, c'est vraiment différent. Mais tu te rends bien compte, par exemple, là, statistiquement, tu es une statistique. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire, si on dit que 1% des gens réussissent, moi je vais réussir. Tu vois le truc ou pas? C'est que souvent, les gens le font sans se rendre compte. Mais statistiquement, financièrement, il vaut mieux être un salarié qu'un entrepreneur. À la fin de leur vie, les salariés ont 5 à 10 fois plus d'argent qu'un entrepreneur en moyenne. Parce que, en fait, de facto, entrepreneur, même quand tu as de l'argent, c'est pas que tu le remets, c'est pas sûr que ta boîte soit tout le temps en train de faire de l'argent. C'est ça le point, en fait, que les gens... On en revient à ce qu'on disait sur les médias, c'est-à-dire que les médias, en fait, vont faire des affiches sur les mêmes, ceux qui gagnent de l'argent à tous les niveaux. Et donc, du coup, on communique toujours sur eux, qui représentent, en fait, 10% de l'ensemble des entrepreneurs. C'est ça le danger. Le danger. Et je pense qu'il faut aussi parler de ce qu'on appelle donc la valorisation. De la boîte, oui. C'est une autre histoire encore. C'est-à-dire que la structure peut générer un certain montant par mois, par an, mais en fait, être valorisé à une très grosse somme. Exact. Et donc, du coup, potentiellement, à partir du moment où l'entrepreneur décide de vendre la boîte... Et s'il trouve quelqu'un pour acheter, ce qui est plus grave. Là, dans ce cas-là, ça vaut de l'argent. Il gagne. Et donc, il y a des personnes qui sont attachées, qui sont beaucoup plus attachées au cash. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Exactement. Et il y en a d'autres qui sont plus attachés à la valorisation. La valorisation. Et donc, chacun a sa sensibilité. Parce que, du coup, qu'est-ce que ça veut dire être riche? C'est ça. Et ça, c'est un point qu'il faut que je pense. Je peux donner quand même pas mal d'exemples de ma vie, de notre vie perso, qui est important, moi, que les gens réalisent. C'est que tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, quand on a levé 1 million d'euros, parce que c'est à peu près, en général, quand on parle d'argent, la levée est le gros sujet derrière. On a levé 1 million d'euros. Je n'oublierai jamais, ma mère est venue me voir. En fait, elle m'a appelé, elle me dit félicitations. Et elle a continué, tu sais, je continue à recevoir régulièrement, moi, parce que ma mère est à Paris, dans l'appartement que j'ai acheté à Paris. Elle reçoit régulièrement les trucs des banques qui me harcèlent parce que, j'ai pas payé quelqu'un, ou bien, qu'est-ce qui se passe, mes impôts que je paye toujours en retard. Donc, tu vois, ma mère, elle s'inquiète régulièrement, ce qui est normal. Elle voit tout le temps des gens qui me demandent de l'argent. Et à chaque fois, elle me dit, mais maintenant que tu as levé, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir payer tout le monde? Je lui dis, mais maman, tu sais que les 1 million d'euros, c'est pas arrivé dans mon compte en banque. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, mais... Elle m'a dit, mais ça veut dire quoi alors? On vous a donné 1 million d'euros? J'ai dit, oui, on a donné 1 million d'euros à Africrea, c'est vrai. Mais c'est pour Africrea, c'est pas pour moi, Moulay. Et elle m'a dit, mais du coup, toi, ça va? Je dis, bah, maintenant, ça va mieux parce que je peux me payer un meilleur salaire. Mais avant la levée, je me payais 1 500 euros par mois. Là, maintenant, j'ai pu monter à 3 000 euros par mois. Ce qui est encore moins que ce que je gagnais quand j'étais chez Alstom. Donc, je dis à ma mère, bon, je suis revenu à un niveau respectable,
Mais là où je compte vraiment me faire de l'argent, là où tu as raison, c'est sur le patrimoine. Donc mes parts dans Africrea. Quand on a levé à 1 million et quelques, ma boîte maintenant valait à l'époque 3,6 millions Africrea. Donc techniquement, vu que j'avais un peu plus de 30% de la boîte, je valais 1 million. C'est-à-dire que si tu suis cette logique arithmétique, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais t'es millionnaire maintenant ». Sur le papier, oui. Si demain, quelqu'un dit qu'il veut acheter Africrea à 4 millions, donc au prix que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il peut l'acheter moins cher, hein, il peut l'acheter aussi plus cher, j'aurais potentiellement 1 million. Mais j'ai pas ça dans mon compte en banque. J'ai rien en soi. Et il y a une différence entre être conscient de cette possibilité de cash out voilà, et dire je suis millionnaire. Exactement. Et beaucoup de gens se perdent. Et ça, c'est vraiment un truc que, comme tu dis, c'est de la culture. Nous, on a beaucoup de chance avec mes associés, c'est qu'on a beaucoup fait attention à ça, parce qu'on s'est beaucoup renseigné. Mais clairement, il y a des moments où même l'associé vient me voir en me disant, mais au final, qu'est-ce qu'on fait pour nous? On se pose des questions. Nous, avec l'associé, on a une question qui est régulièrement entre nous, c'est toi, en tant que personne, est-ce que tu es à l'aise? Et on se demande toujours, il faut savoir quel est ton chiffre. Quel est le montant pour lequel tu es prêt à arrêter? Parce que c'est important, en fait. Quand tu es entrepreneur, il faut que les gens arrêtent de se mentir. Tu le fais, mais aussi pour être heureux. Et comme tu dis, pour être quelque part libre. C'est-à-dire que la pression que tu as à faire du service, à servir une cause, à un moment, tu as le gain du résultat de la cause qui change. Mais il y a un moment, là, on ne mange pas ça. Je pense qu'il faudrait faire tout un sujet là-dessus. Mais parce oui, que c'est tout un sujet. C'est tout un sujet. Tout ce qui est financé, on a des visions tellement, on a des sensibilités, des éducations par rapport à l'argent qui sont tellement différents. Mais moi, tu as évoqué un point, dis-moi. C'est la levée de fonds. Oui, je voudrais qu'on finisse là-dessus. Parce qu'en gros, le Graal. Pour le Graal, voilà, le Graal, comment dire, ce qui fait que tu es en tête d'affiche, ce qui fait que tu fais la fête, c'est la levée de fonds. Ouais. Donc, est-ce que lever des fonds, c'est vraiment la classe? Non. Alors moi, je dis toujours aux gens, c'est que quand j'ai levé des fonds, j'aurais aimé ne pas avoir à le faire. En fait, la vraie classe, comme tu dis, la vraie fiesta, c'est quand ta boîte génère suffisamment de cash que tu n'as pas besoin de vendre des parts. Les gens, beaucoup de boîtes que les gens suivent comme modèle, tu vois, Mark Zuckerberg, par exemple, que les gens citent souvent, lui, il a levé des fonds, mais il n'était pas obligé, en fait. Il l'a fait parce qu'il pouvait. Il y a une différence quand tu lèves de l'argent parce que tu peux, c'est-à-dire que tu donnes des parts sans devenir minoritaire, ni sans trop de pression derrière. C'est-à-dire que quand les gens te disent demain, ouais, il faut que tu fasses ça et que tu n'es pas d'accord, tu peux toujours dire non. Il y a aussi avec qui tu lèves des fonds, parce que Zuckerberg, il lève des fonds aussi auprès de Peter Thiel. Il y a les Peter Thiel, il y a tous les vrais gars qui te donnent. Et le sujet, c'est qu'effectivement, pour moi, quand tu lèves des fonds, il ne faut jamais oublier, c'est que tu vends des parts de ta boîte. Moi, c'est très simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, Africrea, c'est mon patrimoine. C'est-à-dire c'est ce que je compte léguer à mes enfants à un moment. Quel que soit le format par lequel ça va arriver, que ce soit du cash pur ou des actions de la boîte, il va falloir que je veux leur léguer ça. Donc à un moment, il faut se rendre compte quand tu es dans cette logique que quand je lève des fonds, ça veut dire que j'ai vendu des parts de la boîte à d'autres personnes qui non seulement maintenant, bon ok, ils m'ont donné de l'argent pour pouvoir développer la boîte, mais surtout ces gens-là, maintenant, c'est comme un mariage. Hein. Les gars ont le pouvoir, ils ont des droits dans la boîte sur ce qu'elle devient. Et donc tu fais rentrer des gens dans ton patrimoine. C'est un peu, moi ce que je dis souvent aux gens, lever des fonds, c'est comme si tu vis dans une maison et pour agrandir, tu vends le salon. Tu vois, c'est la même logique où tu prends des locataires. C'est la logique. Les gens ne se rendent pas compte. Mais quand tu lèves des fonds, ce que j'ai commencé à expliquer à ma mère et à ma soeur, c'est vraiment, tu vis dans un endroit que tu essaies d'agrandir, de te rendre confortable dedans, de développer. Et tu te dis, bon, j'ai pas assez d'argent pour faire genre une piscine. Mais pour faire la piscine, je prends un locataire dans une des chambres qui n'était pas utilisée. Alors que beaucoup de personnes pensent que on te donne les sous pour agrandir ta maison et que tu y vis seul. Alors que, oui, il te donne, mais lui, il est dedans. Il est dedans. Il est dedans aussi. Et l'autre point important, c'est que, alors là, il faut être un peu technique, mais quand les gens lèvent des fonds, le plus dur à saisir pour les gens, c'est que quand une boîte lève des fonds, l'argent va dans la boîte, donc dans les dépenses de la boîte. Selon les cas, les dépenses de la boîte peuvent correspondre à un peu de tes salaires aussi. Mais nous, on a fait le choix, et c'est très rare en Afrique, parce que c'est la culture financière, je pense, qui me manque, c'est que tu peux demander un truc qu'ils font aux États-Unis qu'on appelle les secondary. Donc, tu peux demander qu'une part de la levée se soit faite en te rachetant tes parts à toi. Et donc là, tu fais ce que tu appelles tout à l'heure cash out. C'est-à-dire que tu vends de tes parts de la boîte. Parce que pour être très précis, quand tu fais une levée de fonds, où on crée de nouvelles actions, donc une notion de capital pour les mots financiers techniques,
que tu donnes aux personnes. C'est comme je décris tout à l'heure. En fait, pour faire très simple, ta maison est là, ou tu décides d'agrandir la maison avec l'argent et tu donnes une partie de la maison agrandie à la personne, ou tu dis, OK, je te donne une partie qui est déjà faite. Et si tu donnes une partie qui est déjà faite, tu peux récupérer l'argent de cette partie, parce qu'elle est à toi. En tant que personne, en tant que Moulay Tabouré, j'ai reçu de l'argent de la vente de parts Afrique-Réa. Donc là, oui, en tant qu'entrepreneur, tu fais de l'argent. Donc c'est là où tu peux équilibrer. Pour être réaliste, en tant qu'entrepreneur, tu peux équilibrer. Tu peux gagner de l'argent dedans. Mais comme je viens de te l'expliquer, c'est quand même bien plus difficile que de juste, tu as un salaire tous les mois, épargner ou l'investir. Exact. Tu vois, c'est tout un exercice de négo. Chaque fois que tu veux cash out, que tu veux lever, que tu veux truc, c'est un exercice de négo, de vente. Et quelque part aussi un exercice de séduction. Parce qu'en fait, il faut que les personnes aient envie de venir avec toi. C'est ça. C'est... Non, mais lever des fonds, je pense que c'était bien de finir là-dessus. C'est vraiment le fantasme ultime. Mais en plus, toi, je pense que c'est un truc qu'il faut que tu racontes aux gens. On peut faire une très belle boîte sans avoir besoin de lever des millions d'euros. Et je ne suis pas convaincu que... est-ce que toi, les gens te demandent tout le temps de lever, toi, j'imagine? Oui, alors, on a déjà été approché sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que à part le Love Money, on n'a pas été sur des grosses levées. Maintenant, après, la vision, mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de souci pour lever si tu maîtrises ton business. C'est-à-dire que là, par exemple, maintenant, j'ai la maturité, je sais exactement ce qu'on vend. Ce que tu vas faire. Je sais exactement comment faire du chiffre d'affaires. Comment faire X euros avec X euros. Tu maîtrises. Exactement. Donc, du coup, je n'ai plus de crainte s'il faut faire, par exemple, un emprunt à la banque ou alors un investisseur, etc. Alors que quand je n'ai pas une maîtrise totale, je me méfie des chemins de facilité, des raccourcis. Exact. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de lever le mauvais montant. Ah oui. C'est-à-dire que si tu lèves trop prends des sous trop haut et que tu les brûles, tu es vraiment dans les problèmes parce que tu vas maintenant courir après encore lever. Voilà, et le pire, il va falloir que tu justifies. C'est ce que les gens oublient. C'est que quand tu rentres dans un exercice de lever, il faut justifier. Et il y a aussi, si tu lèves en dessous, c'est-à-dire que ça, les gars qui sont... c'est-à-dire qu'en gros, tu as un besoin normalement, je ne sais pas, de 500 000. Mais on te donne 200 000. Déjà, tu fais la fête pour 50 000. Il te reste 150 000. Exact. Et en fait, tu te rends compte que par rapport à l'ambition que tu as affichée, en fait, tu ne peux pas avec ces sous-là. Oui. Et donc, du coup, tu te retrouves prisonnier. Tu te retrouves prisonnier. C'est un peu comme dans les films mafieux où on te donne des sous, vas-y. Va kiffer. Mais après, le gars vient taper à la porte avec ses gars musclés. Bon. Voilà, c'est ça, c'est comment tu payes, mon gars. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. C'est bien que tu parles de maîtrise. Parce que j'avoue ça, tu vois, c'est là où je suis là, comme je dis, c'est là où tu as vraiment le S-Sum, c'est vrai que les gens ne se disent pas, tu vois. Je ne pense pas qu'à part en parlant avec toi, j'ai d'autres personnes qui emploient ces termes-là. Parce qu'en fait, tu as raison. Le sujet, quand les gens lèvent de l'argent, c'est est-ce que tu maîtrises ce que ça va créer derrière? Parce que, et ce qui est terrible, c'est que là où tu as donné un bon exemple, c'est que des gens lèvent des fonds parce que justement, ils ne maîtrisent pas. Exactement. Parce que les gars te font confiance. Mais sinon, moi, aujourd'hui, tu me demandes, je préfère faire un emprunt à la banque. Si je pouvais avoir un emprunt à la banque, je préférerais. Parce que je n'ai pas donné des parts. Mais je sais comment je génère l'argent pour le rembourser. Mais il faut arriver à ce niveau-là. Ça, c'est après 5 ans. Tu m'aurais demandé ça il y a 3 ans, mais j'aurais été en mode, il faut qu'on grossisse un peu pour voir, je ne sais pas. Donc, il y a, les gens disent souvent, il y a une phase investissement dans la boîte. J'ai déjà entendu ça, les gens disent investissement. Je pense que les gens sous-estiment encore une fois la phase apprentissage. Exact. Moi, je propose de finir là-dessus. C'est ça. Pas sous-estimer la phase d'apprentissage. Et puis, je pense qu'on en a cité pas mal. Bon, si les gens ont d'autres fantasmes qu'on a oubliés, faut dire, faut noter. Et puis aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, faut nous dire. C'est vrai qu'on était peut-être un peu trop d'accord. Oh, tranquille. Tous les deux là, donc il va falloir qu'on trouve quand tu reviendras. Il y aura des sujets un peu de discorde. Ouais, voilà, un peu de discorde. Mais là, comme tu as dit, là, c'est ce que les entrepreneurs disent tout bas. Est-ce qu'on a déjà dit ça avant? Non, c'est normal qu'on puisse être d'accord. Ouais, c'est un truc où c'est pas des débats. Là, c'est vraiment notre quotidien qu'on vit. C'est ça. Ok, bon, merci mon gars. Merci frère. Ciao. Ciao.